Bonjour à tous et bienvenue à cette quatrième table ronde du Grand Genève sur la thématique Exploiter les données numériques transfrontalières pour développer votre business dans le Grand Genève. Une table ronde sur laquelle nous avons le plaisir d'accueillir quatre intervenants que je vais présenter dans quelques instants. Je voudrais auparavant vous remercier, vous les participants qui vous êtes levés de bonne heure pour nous rejoindre ce matin dans ce format digital. Et puis remercier également les partenaires, Archpark, la Chambre de commerce et d'industrie de Genève, la Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation du canton de Genève, la métropole du Genevois français et la Maison de l'économie et du développement 74-74 à Annemasse. Voilà, merci à tous pour votre concours dans l'organisation de ces tables rondes du Grand Genève. Donc, comme je le disais aujourd'hui, un sujet sur les données numériques, sur l'open data, sur ce qu'on appelle en France la République numérique, qui est un terme qu'on utilise à peu près depuis 2010, qui a été utilisé au départ beaucoup par les métropoles. Et aujourd'hui, en France, ce sont plus de 40 000 jeux de données numériques qui sont à disposition et du grand public, mais aussi des entreprises. Et c'est ce sur quoi on va se pencher aujourd'hui. Et côté suisse, on est dans des proportions à peu près similaires avec 6 500 jeux de données qui sont à disposition du grand public et des entreprises. Alors naturellement, on a des entreprises utilisatrices, mais on a aussi de plus en plus d'entreprises qui sont acteurs de cette République du numérique, qui sont acteurs de cette notion de l'open data en mettant aussi à disposition des données. Aujourd'hui, on va plus particulièrement se focaliser sur les géodonnées et les géodonnées au niveau transfrontalier pour essayer de voir ensemble quelle est leur valeur ajoutée, quelles applications on peut en tirer et puis quelles évolutions aussi on peut attendre de la mise à disposition de ces données. Donc, je le disais en introduction, 4 participants aujourd'hui autour de cette table ronde digitale et je vais les présenter au fur et à mesure qu'ils prennent la parole. Peut-être à noter que ces 4 participants ont participé à un projet transfrontalier qui s'appelle GeoFab, mais ils nous en diront un petit peu plus tout à l'heure, qui visait justement à mieux exploiter ces données qui sont à disposition des entreprises. Je vais commencer avec M. François Pérussel-Morin, qui est le directeur général de RGD Savoie-Mont-Blanc, qui a été auparavant directeur régional de l'IGN, qui est l'Institut national de l'information géographique et forestière, qui est l'équivalent de Suisse Topo ici en Suisse. Et peut-être première question, M. Pérussel-Morin, qu'est-ce que c'est que RGD Savoie-Mont-Blanc? Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour votre invitation. Alors, en 2 mots, RGD Savoie-Mont-Blanc, effectivement, c'est une agence bidépartementale, donc qui couvre les départements de Savoie et de Haute-Savoie, et qui est chargée de diffuser des données, alors, en priorité des données géographiques, donc que ce soit du cadastre, de la prise de vue aérienne, des données de réseau, réseau enterré ou urbanisme, à toutes les collectivités, donc communes, communautés de communes, agglomérations et départements de ces 2 départements, donc Savoie et Haute-Savoie. Et on a pour ambition de développer, d'étendre notre activité vers les données publiques, donc se mettre dans la mouvance de l'open data, comme on aura sûrement l'occasion de l'expliquer par la suite. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation rapide. Peut-être je me tourne maintenant vers votre, je ne sais pas si on peut l'appeler votre homologue, ou en tout cas votre alter ego côté suisse, Monsieur Pascal Hurly, pour la République et le canton de Genève, le département du territoire et qui travaille à la direction de l'information du territoire et qui dirige le centre de compétences géomatiques du STIG depuis 2011. Monsieur Hurly, vous êtes au bénéfice d'un master de l'Université de Genève en sciences naturelles et de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu ce que fait la direction de l'information du territoire? En quoi consiste son rôle? Oui, bonjour. Donc, la direction de l'information du territoire appartient à l'État de Genève et s'occupe de coordonner, de centraliser, de diffuser toute l'information géographique pour le canton de Genève. D'une part, au travers du SITG, donc le système d'information du territoire genevois, qui va mettre toutes ces données à disposition de l'État, bien sûr, mais de tous les autres partenaires également, qui sont des entités publiques de Genève et du Grand Genève d'ailleurs, avec notamment toutes les entités parapubliques, on va la dire, comme les transports publics genevois, les services industriels, l'aéroport, etc., mais également nos partenaires français, dont la RGD, dont le pôle métropolitain autour de Genève et également la région de Nyon. Et puis, la direction de l'information du territoire assume aussi un rôle de producteur des données de référence, notamment des données du cadastre du canton de Genève. Peut-être une première question déjà à tous les deux, Monsieur Hurly, Monsieur Pérussa.
quelles sont les typologies de données qui sont mises à disposition par vos deux organisations? Qu'est-ce que vous mettez, qu'est-ce que vous ouvrez finalement, et peut-être qu'est-ce que vous n'ouvrez pas aussi? Qui veut se lancer? Monsieur Orly, vous aviez la parole, on vous la laisse peut-être. Alors, je continue. Donc, c'est bien sûr donc, des données de nature géographique qui positionnent des éléments sur le territoire, soit les éléments physiques construits, des routes, des rivières, des bâtiments, ou alors des limites et des entités plus administratives ou virtuelles, comme des zones de construction, des zones de protection contre le bruit. Voilà, donc tout ce qu'on peut positionner de manière réelle ou virtuelle sur le territoire. Et au sein du STG, on réunit environ 900 données géographiques de ce type-là, de tout thème et de tout type, qui sont, alors, pour grande partie à disposition en open data. Il y a environ 2/3 des données qui sont librement disponibles pour une réutilisation, y compris commerciale, et puis quelques données qui sont plus réservées, je dirais, soit aux entités publiques, parce qu'il y a des questions de données personnelles ou de protection des biens et de la sécurité, comme on peut penser au réseau de gaz, au réseau d'eau potable ou à l'emplacement des orchidées rares ou ce genre de données qui ne seront pas forcément d'intérêt général à mettre dans le public. Mais la plupart des autres données, c'est-à-dire à peu près 700, 750, sont disponibles en open data. Merci. Monsieur Pérussel-Morin, côté français, c'est à peu près la même chose? Oui, c'est à peu près la même chose. On va distinguer deux types de données. D'une part, ce qu'on appelle les données images ou les données raster, qui sont constituées principalement par les prises de vue aériennes et qui sont les plus faciles à utiliser. Ça s'utilise un peu comme comme les images d'un appareil photo. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas de problème transfrontalier sur ces données-là. En particulier, l'agglomération du Grand Genève produit tous les ans tous les 3 ans, une orthophoto à résolution 20 cm qui couvre l'ensemble du territoire, aussi bien côté Genevois que côté département de l'Ain, côté département de la Haute-Savoie. Donc ça, c'est très pratique à utiliser, c'est homogène. On se met à produire côté français des données à très haute résolution aussi, à 5 cm, voire des données de précision centimétrique pour positionner les réseaux enterrés. Donc ça, c'est pareil, c'est des données qui pourront facilement franchir la frontière. L'autre catégorie de données, c'est les données vectorielles, donc de type contour de bâtiment, voirie, axe de route, polygone, etc. Et ces données-là, pour l'instant, on n'a pas encore réussi à les harmoniser. Ça fait plusieurs années qu'on y travaille. Moi, je me souviens quand j'étais à l'IGN, on travaillait déjà sur ce sujet-là, et ça pose des problèmes techniques, mais maintenant, il y a des outils qui permettent facilement d'interfacer les données d'un modèle vers un autre. Donc, on pourrait également vous mettre ces données à disposition. Alors, côté RGD, les données brutes, donc j'insiste sur ce point-là, sont en open data, c'est-à-dire que les données, on peut vous les fournir soit sur un support numérique, soit sur un drive. En revanche, nos utilisateurs, nos abonnés, les communes, les communautés de communes, utilisent les données au travers d'un géoservice. Donc, c'est ce géoservice qui est soumis à des redevances d'utilisation. En revanche, s'il y a des porteurs de projets qui veulent utiliser les données brutes, on peut leur mettre à disposition au simple coût du support ou du téléchargement. Voilà. Et puis, de plus en plus également, on fournit les données sous forme de flux pour qu'elles soient accessibles directement dans vos web services. Très bien, merci beaucoup. Je vais peut-être me tourner vers nos deux autres intervenants, et puis premièrement vers Florian Vallée. Vous êtes fondateur et directeur de la société ActiveND. Vous avez une formation en géographie, en aménagement du territoire. Vous avez notamment travaillé au début de votre carrière sur un projet de valorisation des déchets dans le cadre d'un autre projet transfrontalier qui est celui du Léman Express, ou en tout cas du CEVA ici à Genève. Puis vous avez été chargé de mission handisport pour la Fédération française de canoë-kayak. Et là, vous avez fait le constat qu'il manquait cruellement de structures pour les handisports. Et donc, vous avez créé ActiveND en août 2019, mais le projet mûrissait déjà depuis 2017. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre société, Florian? Bonjour à tous. ActiveND, c'est un outil numérique, un site web et une application mobile qui référence les activités de pleine nature pour le monde du handicap et de mobilité réduite. Par exemple, voilà, un club de sport. On a aussi quelque chose qui marche beaucoup, qui sont des tracés de balade en pleine forêt, sur lesquels on y met des toilettes et des points d'eau et le stationnement. Donc en termes de géodonnées, on a beaucoup de choses à récupérer.
Et on a le volet aussi culturel, qui est donc l'accessibilité d'événements sportifs et culturels. Et depuis l'année dernière, on a développé de nouveaux services vers les séjours touristiques. Et on a d'autres flèches à notre arc, où du coup, on accompagne des festivals sur la mise en accessibilité, par exemple. Merci beaucoup. Et je me tourne maintenant vers notre dernier intervenant, Dimer Cohen-Stuart. Dimer, vous êtes néerlandais, vous avez une formation de physicien et vous êtes en Suisse depuis 2013, après avoir fait une carrière chez les producteurs et distributeurs d'énergie, ce qu'on appelle les GRD. Vous avez lancé en 2018 la société V-Labs, qui est hébergée à la Fongite à Plan-les-Ouates, avec une première levée de fonds en 2020 et puis une seconde qui est prévue pour 2022. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur V-Labs, ce que vous faites au quotidien? Oui, alors bonjour. Ce que nous faisons, en fait, nous, on a un startup basé à Fongit, ce qu'on vous avait expliqué. Et nous, on est plutôt utilisateur des géodonnées. Donc, par exemple, pour vous expliquer ce qu'on fait exactement, nous, on a développé un système de réalité augmentée. Donc, c'est des lunettes. On a intégré ces lunettes avec un système GNSS RTK, ce qui est vraiment un système GPS centimétrique, ce qui nous permet en fait de visualiser ou de mesurer des géodonnées sur terrain avec une précision centimétrique. Et nous, on utilise par exemple aussi les données de SITG afin de visualiser les réseaux souterrains, donc réseau de gaz, réseau d'eau, avec SIG par exemple, pour que les géomatriciens puissent voir exactement où les réseaux se trouvent. Et ça, c'est utilisé par exemple dans les travaux de construction. Les géomatriciens tracent la position des réseaux souterrains sur les routes pour éviter qu'ils causent des dommages pendant les excavations. Et du coup, on utilise beaucoup ces types de géodonnées, ce qu'on peut visualiser à travers ces lunettes. C'est quelque chose qui fonctionne aussi sous les voies de chemin de fer ou bien on a eu Oui, un on cas il y travaille a avec plusieurs il y a clients. quelques jours. Exactement. Donc, on travaille avec des GRD, géomatriciens, mais également sur les chemins de fer. Et là, c'est le use case qu'on utilise actuellement avec Deutsche Bahn en Allemagne. C'est un petit peu différent, mais on peut guider. Donc, on peut guider les gens dans qu'on dit des work instructions, des instructions de travail étape par étape. On peut les guider sur terrain, dans un travaux de maintenance ou installation. On peut dire, OK, ouais, il faut l'installer là. Donc, on peut visualiser avec ses lunettes ou d'installer quelque chose sur le chemin de fer. Après aussi, d'enregistrer toutes les données de l'installation et de renvoyer toutes ces données à Deutsche Bahn. Et ça évite vraiment beaucoup de coûts opérationnels, des coûts de contrôle, etc. Et ça augmente la qualité de données, la qualité de géodonnées également. Donc, on peut faire plusieurs choses avec ces types de casques, ces types de solutions. Merci beaucoup, Dimer. Alors, voilà, l'introduction de chacun ayant été faite, peut-être une précision sur le déroulé. On a maintenant environ trois quarts d'heure, 45 minutes de table ronde avec nos intervenants. On va creuser un petit peu ce sujet. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans la chat box qui est en bas de l'écran. Et de 9h à 9h15 environ, on prendra les questions et on les traitera avec les intervenants. 9h15, ce sera la fin de cette table ronde du Grand Genève pour la partie en tout cas plénière. Et l'ensemble des participants sera divisé en sous-groupes. Je pense qu'on aura a priori 4 sous-groupes, un avec chacun des intervenants, pour continuer la discussion en plus petit comité à l'issue de la table ronde du Grand Genève. Et ça durera environ jusqu'à 9h45. Voilà un petit peu pour le programme pour la prochaine heure et demie à passer ensemble. Et peut-être je me tourne maintenant vers Florian et Dimer, peut-être pour vous demander en quoi finalement les données qui sont présentes, ce que nous ont expliqué François et Pascal tout à l'heure, en quoi les données qui sont présentes dans l'espace public sont aujourd'hui importantes dans vos métiers. Qu'est-ce que ça vous apporte? Florian, est-ce que vous voulez prendre la parole?
Ouais, alors pour nous, quand une personne avec une mobilité réduite ou un handicap a la connaissance de l'espace public, pardon, ça lui permet d'avoir un peu plus d'autonomie. Je prends des géodonnées un peu faciles, enfin, savoir où se trouve du stationnement adapté, par exemple, les arrêts de bus aussi. Enfin, voilà, pour nous, tout ce qui est les clubs de sport, donc plus elle a la connaissance de ces lieux, lieux au sens large, plus elle pourra être autonome dans son déplacement, dans sa journée, dans son quotidien, pour faire simple. Dimmer, est-ce que vous voulez compléter pour vous en quoi c'est important d'avoir accès à ces données? Bah, plutôt pour nous, ce qui est très important. Les données sont souvent un peu sécurisées, comme Monsieur Early avait déjà expliqué. Les réseaux de gaz, réseaux électriques sont souvent derrière une petite protection. Néanmoins, ce qui est très important, c'est de pouvoir partager ces données aux entreprises de génie civil, par exemple, pour faciliter leur travail. Et ce qu'on voit, par exemple, en Suisse, c'est très divisé. Chaque canton, chaque municipalité a ses propres données et ce n'est pas vraiment organisé de manière nationale, je veux dire. Ça commence, mais il y a, je pense, encore un travail à faire. Tandis que si on compare ça avec le Pays-Bas ou Belge, là, ils ont un cadastre national qui gère tous ces types de données, les géodonnées, et ça permet vraiment de facilement partager ces types de géodonnées avec toutes les entreprises de génie civil. Et du coup, ouais, pour nous, c'est très important de voir une base de données facilement accessible avec tous ces géodonnées pour vraiment faciliter le travail de construction. Merci beaucoup, Dimmer. J'ai parlé un petit peu en introduction tout à l'heure du projet franco-suisse transfrontalier Géofab. Vous étiez les quatre parties prenantes, alors pas pour les mêmes, pas dans dans le même cadre, mais en tout cas, vous étiez les quatre parties prenantes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Est-ce que quelqu'un peut nous parler un petit peu plus de ce projet Géofab? Je me tourne peut-être vers François Pérussel-Morin ou vers Pascal Orly. Oui, mais je peux commencer donc sur le projet Géofab. C'est un projet qui a été lancé par l'État de Genève avec les partenaires franco-suisses. Donc, pour favoriser l'utilisation, le principe au départ, c'était vraiment de favoriser l'utilisation des données géographiques disponibles pour les porteurs de projets et qu'on puisse les accompagner techniquement sur cette utilisation de données pour leur faire comprendre qu'il existait des données fiables, de qualité, mises à jour, qui étaient à leur disposition, alors que généralement, des développeurs d'applications web ont plutôt le réflexe d'utiliser Google Maps, pour ne pas les citer, ou des données de ce type-là, qui sont certes très faciles à utiliser, mais qui n'offrent pas le même niveau de souveraineté et de qualité. Alors, le principe, c'était que on avait plusieurs appels à projets avec un jury de sélection et les entreprises qui étaient sélectionnées pouvaient bénéficier de journées d'expertise justement pour les accompagner à l'utilisation de ces données. Alors pour être franc, les journées d'expertise n'ont pas reçu un très grand succès, mais toutefois, ça a permis de faire connaître ce principe et de labelliser des projets avec ce label Géofab et puis de faire connaître donc les startups qui souhaitaient utiliser ces données. Qui Voilà. apportait ces journées d'expertise ou qui devait les apporter en tout cas? Alors, les journées d'expertise étaient apportées aussi bien par les experts du Grand Genève, enfin de l'État de Genève plus précisément, que par les experts de l'IGN. Donc, il y avait une sorte de chéquier avec des journées d'entreprise qui étaient à disposition des porteurs de projets. Ouais, je vais peut-être laisser Pascal compléter. Oui, bon, je pense que tu as dit l'essentiel. C'est vrai que les journées d'expertise étaient finalement moins utilisées que finalement le label, le fait d'obtenir une distinction au Géofab, qui était très utile pour les porteurs de projets. Ben, ils pourront certainement nous le dire, pour promouvoir leur projet, pour trouver des fonds, pour trouver des partenaires. Et finalement, le fait de pouvoir afficher, voilà, premier prix, deuxième prix du Géofab était finalement la meilleure récompense, encore plus que les jours d'expertise qu'on a pu distribuer. Donc, finalement, c'est peut-être aussi un signe que
il y a besoin d'avoir d'une certaine reconnaissance ou un certain appui par les pouvoirs publics pour promouvoir son service. Et peut-être, Pascal, une question complémentaire. Quel est l'intérêt pour les pouvoirs publics, justement, et en particulier pour la République et le canton de Genève, de promouvoir finalement ces données qui sont à disposition? Pour vous, quelle est la vision un peu à moyen long terme de l'utilisation qui va être faite de ces données? Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, ce qu'on cherchait à faire au travers du GeoFab et des autres initiatives, et même d'ailleurs d'un événement comme aujourd'hui, c'est de promouvoir l'utilisation de ces données géographiques qui sont très connues et très bien maîtrisées par des professions qui sont très géocentrées, on va dire, bien sûr des géomètres ou des architectes ou des spécialistes en immobilier. Alors, ils connaissent tous le STG, ils connaissent tous ces données géographiques et savent les utiliser. Par contre, dès qu'on s'éloigne un petit peu de ce cercle-là, sur des entreprises qui, certes, ont une activité sur le territoire ou ont besoin de ces informations-là, mais pas forcément au centre de leur activité, eh ben, on remarque qu'on est tout de suite beaucoup moins connu et que les gens se tournent plutôt vers Google pour avoir des informations plutôt que vers la richesse des informations qu'on a. Donc, on trouvait ça évidemment dommage. Donc, on a essayé de faire ces démarches de promotion des données géographiques en général, du moyen d'y accéder et le fait qu'elle soit justement librement accessible. Donc, le GeoFab était une démarche parmi d'autres qu'on a essayé pendant, je crois, il y a eu 4 appels à projets pour pouvoir faire connaître ces données. Et puis, effectivement, alors on l'a fait en partenariat franco-suisse, évidemment, pour toucher les entreprises des deux côtés et pour montrer un petit peu la richesse des données qu'on peut avoir de part et d'autre. Mais c'est vrai que je rejoins Monsieur Cohen-Stuart, c'est pas forcément très bien toujours coordonné. Parce que, alors déjà, en Suisse, chaque canton est maître de beaucoup de données, même si la Confédération essaie de les centraliser et de les harmoniser. Mais alors encore entre France et Suisse, avec des lois différentes et des principes différents, là, c'est encore plus dur d'avoir des données harmonisées. Donc, mais voilà, on n'a pas encore atteint ce stade, mais au moins, on mettait à disposition ce qu'on avait de part et d'autre. Très bien, merci beaucoup. Je me tourne vers les entreprises, vers les entrepreneurs. Dimer, Florian, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette labellisation, le fait d'être lauréat GeoFab? Je pense pour nous, c'était plutôt une reconnaissance à ce qu'on est en train de développer quelque chose d'intéressant pour le marché. Là, on était très content d'avoir gagné le prix de GeoFab parce que ça nous permettait aussi de promouvoir notre solution, mais aussi ça nous... voilà, c'était aussi une grande reconnaissance par rapport à ce qu'on était en train de développer. Là, pour un startup, c'est toujours très important de savoir est-ce qu'on est en train de faire ce qu'il est intéressant pour le marché final. Voilà. Donc, c'est important pour vos clients, j'imagine, pour légitimer, labelliser la technologie, le savoir-faire. Vous avez fait un premier round de levée de fonds, vous allez en faire un deuxième vis-à-vis des investisseurs. Est-ce que c'est aussi un élément qui est rassurant? Oui, clairement, ces types de prix, ça donne la crédibilité à la société. Donc ça, c'est clairement important. Plutôt je pense que c'est plutôt important pour le premier round parce que généralement, un startup n'a pas encore des clients le premier round de levée de fonds. Deuxième round, c'est plutôt, il faut vraiment avoir des clients. Donc ça, on est en train de commercialiser le produit actuellement. Donc ça, c'est une autre étape. Et là, les prix sont sympas, sont intéressants, mais sont moins importants, je veux dire. C'est beaucoup plus important qu'on a le feedback du marché réel. Que le modèle économique soit validé, finalement. Tout à fait. Ouais. Florian, de votre côté, même son de cloche? Ouais, même son de cloche que Dimmer. Et ce à quoi je rajouterais, nous, ça nous a permis aussi de développer notre réseau, puisque maintenant, voilà, on va on a des contacts sur Lausanne, sur Fribourg, voilà, maintenant sur le Valais. Donc, ça permet aussi de rencontrer ces acteurs de ce secteur qu'on ne connaissait pas forcément, de pouvoir aussi, comme des Dimmer, de montrer que la frontière, on peut la franchir et que le modèle il se duplique. Par exemple, je prends juste un exemple rapide. On a mis un tracé de balade qui est sur le CTG, qui est sur Jussy, au-dessus de Collonges-Bellerive, depuis 2018, et cette balade a été vue 450 fois. Donc, ça montre des choses qui ne sont souvent pas montrées. Donc, on voit que ça fonctionne. Donc, que ce soit français ou suisse, du coup, pour le même outil, même données, en fait, voilà, ça permet de se dupliquer sur d'autres choses. Donc, l'activité, elle est réellement franco-suisse. Ce que vous développez aujourd'hui, l'offre, ou en tout cas l'exposition des
des données et l'exploitation des données que vous faites, elle est réellement des deux côtés de la frontière, Florian. Oui, c'est ça, tout à fait ça. On a eu des prospects, des partenaires. Sur Lausanne, on était avec le festival Lausanne-sur-Mer pour qu'on voit les activités nautiques. Donc voilà, ça a vraiment pu vraiment développer le réseau, rencontrer des gens, enfin, le centre paralympique qui est à côté de Fribourg. Enfin voilà, vraiment des partenaires intéressants, importants pour nous pour se développer. Donc, comme disait dit, on va pas forcément avoir de clients tout de suite, mais de pouvoir quand même étendre son réseau et de s'implanter plus facilement. Et aujourd'hui, côté Active&Dic, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'activités qui sont proposées justement, qui n'étaient pas proposées avant, qui n'étaient peut-être pas connues avant et qui, grâce à ces données aujourd'hui, sont mieux exposées, mieux communiquées? La première, c'est tous ces balades en pleine nature. La réserve des Douves à côté de l'aéroport de Cointrin, par exemple, toutes ces balades en pleine forêt qui souvent sont pas cachées, mais souvent on a du mal à communiquer dessus. Donc nous, on les met chez nous et du coup, voilà, ça fait beaucoup de visibilité. On a un club de paddle, donc les grandes planches que vous avez sur le lac, qui fait du handicap à la plage du Reposoir, je crois. Après, l'activité voile, pareil sur Lausanne, l'activité voile. Et puis, si on continue, il y a du kayak adapté, il y a de la montgolfière adaptée aussi. Et puis, bien sûr, si vous allez dans le côté Valais, les activités plutôt hivernales de ski. Mais voilà, toutes ces activités qui souvent sont indépendantes, toutes seules, qui sont un peu dans leur coin. Et le fait de tout regrouper sur une même plateforme permet une meilleure lisibilité et de connaissance de ces activités. Merci Florian Dimmer. De votre côté, l'activité est franco-suisse aussi, ou bien plutôt les données sont plutôt exploitées Vous êtes basé en Suisse, plutôt sur la partie suisse, ou bien vous êtes vraiment transfrontalier également? Actuellement, malheureusement, ce n'est pas vraiment transfrontalier parce que chaque entreprise, en tout cas les GRD, ils sont très régionales. Donc, soit on travaille par exemple avec Romande Énergie, on est en train de découvrir la solution aussi avec SIG. Donc, SITG, c'est très utile pour nous. Et voilà, mais c'est des entreprises régionales et ça ne traverse pas la frontière, je veux dire. Néanmoins, on est en train de regarder si on peut trouver aussi des clients côté France. Par exemple, à Evian, il y a aussi des gestionnaires de réseau qui sont très intéressés à notre solution. Donc, voilà, on est en train de discuter. Mais voilà, c'est plutôt Suisse, Allemagne, Pays-Bas où on travaille actuellement. Mais on est en train de regarder si on peut aller aussi en France. Très bien. Merci beaucoup. Je me retourne peut-être vers François Pérussel-Morin et Pascal Orly. Quelles sont aujourd'hui justement les données qui sont mises à disposition? Qu'est-ce que les entreprises sont autorisées à faire avec? Qu'est-ce qu'elles ne peuvent, par hypothèse, pas faire? Et puis, comment, dans la forme, concrètement, est-ce que vous mettez ces données à disposition des entreprises? Alors, pour le SITG, on a adopté les principes de la licence ouverte française ou le Open License anglo-saxonne. Donc, on peut à peu près tout faire avec ces données, du moment qu'on cite la source. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante, qui est très classique. Et puis aussi, si des manipulations sont effectuées sur les données, notamment des filtres ou des regroupements ou différents autres traitements qui fait que la donnée a été modifiée, il faut l'annoncer quelque part, ou en tout cas, il faut le dire. Pas qu'on puisse faire dire aux données quelque chose qui les biaiser en fait dans leur représentation par rapport au set de données de base. Donc voilà, à part ces quelques petites restrictions, je dirais tout à fait naturelles, on est tout à fait libre de les réutiliser, de les utiliser à l'intérieur de votre entreprise pour améliorer vos services, vos systèmes d'information, pour créer un service à valeur ajoutée par-dessus, que ce soit un service en ligne ou même un service de conseil. Donc, voilà, toute exploitation commerciale est possible sur ces données. On a les données qui sont disponibles en téléchargement, donc vous pouvez les télécharger, les obtenir et les stocker dans votre système. Vous pouvez aussi vous connecter à des géoservices, donc des web services géographiques qui permettent aux machines d'appeler nos machines et de pouvoir obtenir les données de manière dynamique. Et également, il est possible, si vous êtes plutôt spécialisé sur une petite zone, typiquement un projet immobilier ou un projet de construction, et vous voulez toute une série de données sur une petite zone, il est également possible de découper une petite partie du territoire et d'obtenir toute une série de données à cet endroit-là. Donc, ces trois modes d'exploitation des données sont disponibles. Merci beaucoup. François Pérussel-Morin, de votre côté?
Côté, côté RGD, c'est un peu le même principe. Toutes les données brutes vont être disponibles soit sous forme de flux, alors, ce qu'on privilégie de plus en plus, hein, soit sous forme de téléchargement sur un drive. On va mettre en place dans les tout prochains mois un extracteur de données, un peu sur le modèle du SITG, hein, qui va permettre de découper des petites zones de travail. Le principe, effectivement, c'est que bon, nos principaux utilisateurs, comme je le disais, sont les collectivités, mais côté suisse, on n'a pas d'exemple encore d'entreprises qui utilisent nos données. Mais vous pouvez en particulier, les prestataires des collectivités peuvent télécharger les données pour réaliser une étude ou faire une prestation spécifique pour une collectivité. Voilà, et puis ce que je voulais préciser également, c'est que les données à caractère personnel, mais je crois que Pascal l'a dit aussi, en particulier les noms des propriétaires des parcelles, toutes les fiches parcellaires ne sont pas accessibles en dehors des personnes habilitées à les utiliser. Et alors, vous nous disiez que vous travaillez passablement avec les collectivités en France. On peut imaginer que ce sont les départements, les communautés de communes, les métropoles. Donc, vous leur mettez de la donnée à disposition. Est-ce que vous leur apportez d'autres services que ces données? Est-ce que vous ajoutez une couche de valeur ajoutée dans l'exploitation de ces données pour les collectivités? Alors, je dirais que la valeur ajoutée par rapport à les données brutes, c'est que d'une part, on les héberge. Ça a une valeur, surtout avec l'actualité récente de tous les problèmes de cyberattaque. L'hébergement sécurisé de données, ça a une valeur importante. On les met à jour, on les structure, et puis surtout, on est capable de les diffuser à un très grand nombre d'utilisateurs. On a des géoservices qu'on a testés avec une charge de plus de 1000 utilisations simultanées, hein, en pointe, donc où ça nécessite quand même une infrastructure très performante. Et puis également toutes les problématiques de mise à jour. Donc ces données-là ont une valeur en elles-mêmes, mais surtout ce qui fait leur valeur, c'est leur entretien et puis l'utilisation au travers de géoservices, donc des applications qui permettent d'exploiter les données. Et puis toutes ces données et ces géoservices ne seraient pas là aussi largement utilisées si on n'assurait pas un appui technique et la formation des utilisateurs. Parce que on parle entre techniciens, entre géomaticiens, ça paraît enfantin, mais une secrétaire de mairie qui est là quelques heures par semaine, hein, dans certaines communes rurales, il ne faut pas qu'elle ait besoin de lire une notice ou un tutoriel pendant plusieurs heures. Il faut qu'on puisse l'accompagner et qu'elle soit immédiatement efficace. Donc, c'est ça aussi la valeur ajoutée d'une structure comme la RGD, c'est d'apporter son appui technique aux utilisateurs. Donc, l'accompagnement vraiment à l'utilisateur pour qu'il puisse assez Voilà, rapidement se familiariser. tout à fait. Donc là, on parle beaucoup du secteur public. Dans le secteur Oui. privé, est-ce que vous avez le même type d'accompagnement ou bien c'est un peu différent? Alors, sur le secteur privé, pour l'instant, je ne vous cache pas qu'on a très peu d'utilisateurs de données en propre. On a, comme je le disais tout à l'heure, des prestataires qui travaillent pour le compte soit de collectivités, soit de gestionnaires de réseau, donc qui ont besoin des données pour réaliser une prestation ponctuelle. Mais dans l'avenir, enfin dans les prochains mois, ce qu'on souhaite développer, effectivement, c'est la mise à disposition de données pour des porteurs de projets, en particulier sur des données de très haute précision qui sont en train d'être produites sur les départements de Haute-Savoie et de Savoie. On souhaite pouvoir ouvrir ces données à des prestataires, à des startups qui voudraient développer des nouvelles applications, des produits, des projets innovants avec des données de très haute précision pour apporter de nouveaux outils, soit aux gestionnaires du territoire, soit au grand public. Donc l'idée, ça va être de leur mettre à disposition ces données en leur fournissant également une expertise pour l'exploitation des données. Et puis après, d'évaluer, une fois que le produit sera mature, sous quelle forme ils pourront contribuer aux frais de production des données. Pour l'instant, on n'a pas encore établi de modèle économique, mais l'idée, c'est vraiment de favoriser le plus possible la réutilisation des données, pas seulement pour l'usage public et gestion du territoire, mais aussi pour des applications avec un modèle économique qui soit viable. Très bien, merci beaucoup. Vous avez parlé un petit peu de la protection des données. C'est un vrai thème aujourd'hui
peut-être je me tourne d'abord vers Pascal Orly. Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement pour la protection de ces données et quel est l'avantage des données que vous mettez à disposition par rapport à d'autres sources de données? On a évoqué tout à l'heure les Google Earth ou Google Maps. En quoi ça se distingue justement? Alors, donc c'est pas nous qui décidons, c'est chaque propriétaire de données qui décide le niveau de diffusion qu'il veut mettre pour sa donnée, et c'est lui qui s'assure que toutes les protections nécessaires sont établies avant de mettre les données en open data. Alors là, on part des données géographiques, donc c'est vrai que du moment donc la plupart ne le sont naturellement pas du tout, hein. Par contre, certaines données pourraient être utilisées pour identifier des personnes. On peut penser à des données à l'adresse, typiquement, où on a, je ne sais pas, le nombre d'emplois, le nombre de personnes, le nombre de différentes classes d'âge qui peuvent habiter à une adresse. Si on a un grand immeuble, eh ben, ce n'est pas forcément un problème parce qu'on ne peut pas identifier quelqu'un. Mais si on zoome sur une zone villa et qu'on tombe sur une maison avec un emploi, un homme de 50 ans, etc., on pourrait déterminer la personne que c'est. Donc, ces données-là ne sont pas mises à disposition et ça, c'est l'Office des statistiques qui veille à ça. Et ils ont un minimum statistique avant de mettre à disposition ces données. Et du coup, elles sont agrégées et en général à des secteurs, soit un carroyage de 100 mètres sur 100 mètres ou autre, soit des petites zones statistiques qui sont définies comme cohérentes et les données sont agrégées à ce niveau-là. Ainsi, on ne peut pas zoomer sur une personne ou identifier quelqu'un en particulier. Donc ça, c'est la première protection qui est mise. Donc les données à l'adresse ne sont pas en open data et les données au secteur le sont. Et puis, pour la suite de la question, pouvez justement le répéter parce que c'était une autre partie, hein. Oui, effectivement, c'était sur la typologie de données que vous pouviez mettre à disposition et celle éventuellement qui n'était pas mise à disposition, qui était gardée, qui était conservée Oui, alors confidentielle. il y a ces données de type personnel, donc bien sûr, et puis l'autre catégorie, comme je le disais tout à l'heure, c'était les données voilà, de sécurité, je dirais, ou qui pourraient être sensibles si elles tombaient dans de mauvaises mains. Et là, il y a aussi, elles sont réservées, effectivement, il faut demander d'abord l'autorisation avant d'y accéder, notamment les réseaux en sous-sol. Alors, il y a un réseau schématique qui est disponible, mais qui est assez imprécis, et puis le réseau plus précis, lui, est réservé aux personnes qui ont le droit, c'est-à-dire les architectes, les propriétaires de réseaux, les communes, etc., mais pas forcément le tout public en open data. Ça, c'est un peu des exceptions, je dirais, à l'ensemble des données qui sont disponibles. C'est environ une quinzaine 15% de nos données qui sont dans cette catégorie-là. L'immense majorité étant des données vraiment complètement libres et où il n'y a aucun problème ni de personnalité ni de sécurité. Merci. François Percel-Morand, on parle en France de la loi République numérique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Ça rejoint aussi ces notions-là? Oui, alors la loi République numérique, elle remonte, je n'ai pas la date exacte de mise en œuvre, mais on va dire que c'est dans les années 2012, 2011-2012. C'est une loi qui a été portée par la ministre Axel Lemaire, ministre de l'économie numérique. Donc le principe de base de cette loi, c'est que toutes les données financées par un financement public doivent être mises à disposition gratuitement des utilisateurs. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, surtout on n'a pas dit comment il fallait le faire, ni quelles étaient les données concernées. Parce qu'entre des données brutes et des données élaborées, des données sur un serveur prêtes à être utilisées avec un flux, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, le législateur n'a pas donné le mode d'emploi. En revanche, il y a eu des rapports d'études parlementaires derrière qui ont complété cette loi, en particulier le rapport de la députée Valéria Faure-Muntian sur la souveraineté des données publiques, donc il y a une notion très importante pour l'indépendance du territoire. Et puis récemment, le rapport du député Éric Bothorel sur les données d'intérêt général. Bon, je vous invite à lire au moins les résumés de ces rapports, hein. Vous n'êtes pas forcément obligé de lire les 50 ou 100 pages qu'il y a derrière, mais le résumé est assez instructif. Donc, le principe, effectivement, c'est de renforcer la diffusion gratuite des données publiques pour justement promouvoir le développement de géoservices, enfin, ou plutôt d'applications innovantes autour de la donnée publique. C'est une manière de valoriser la donnée. Comme on dit un peu sous forme de boutade, la donnée gratuite n'a plus de valeur. Hein. Ce qui en fait sa valeur, c'est l'utilisation qu'on en fait. Alors, côté RGD, bon, comment on applique ça? D'une part, on a déposé un certain nombre de données sur l'entrepôt gouvernemental, hein, qui s'appelle data.gouv.fr.
pour en particulier tous les référentiels adresses qui sont très utilisés par les applications type GPS grand public ou les gestionnaires de réseaux de fibre optique qui ont besoin d'une adresse précise pour déployer leur réseau de fibre. Mais on va étendre ce type de diffusion à l'ensemble de nos données brutes pour favoriser leur réutilisation. Voilà, donc c'est une notion qui est encore, dont la mise en œuvre est très en retard en France, mais il faut qu'on aide justement les producteurs de données à leur fournir des outils pour pouvoir diffuser ces données plus facilement. Parce qu'actuellement, ce qui manque, c'est des plateformes de diffusion et puis des outils pour réexploiter toutes ces données publiques qui vont bien au-delà de la donnée géographique. Ça va effectivement, on pense en priorité au référentiel géographique, mais on peut avoir la problématique des horaires de transport, c'est ce qui est un sujet important pour le pôle métropolitain du Genevois français, enfin le Grand Genève et le pôle métropolitain, toute cette problématique de transport transfrontalier, où on pourrait imaginer une mise à disposition de tous les réseaux de transport et de leurs horaires, par exemple, mais ça peut être aussi des données de type quels sont les arrêtés pris par les communes, les subventions déposées. On touche rapidement des sujets sensibles, donc on imagine bien que les fournisseurs de ces données peuvent être parfois réticents à leur diffusion. Merci beaucoup. On le voit, un grand nombre de sujets. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est concentré sur les géodonnées, mais l'open data, ça concerne vraiment toutes les données qui sont dans le secteur public. Aujourd'hui, peut-être je me tourne vers Dimer. Comment est-ce que vous utilisez ces données concrètement et qu'est-ce que vous leur apportez comme valeur ajoutée par rapport à ce qu'un cabinet de géomètre pourrait trouver lui-même sur les supports de diffusion de l'administration? Alors, on vise vraiment d'optimiser, d'augmenter l'efficacité de notre travail, soit d'un géomaticien sur terrain, soit un ouvrier qui est déjà sur terrain. Donc, on peut même outsourcer une partie du travail d'un géomètre directement aux ouvriers qui sont déjà là. Donc, ça évite du temps de trajet, mais aussi le CO2, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment augmenter l'efficacité de travail de la construction. Autrement, il y a aussi, si on peut vraiment digitaliser le travail sur terrain, on peut éviter des erreurs de la construction, éviter des délais. Voilà, donc il y a beaucoup d'opportunités, surtout dans la construction. Et dans le métier d'un géomètre, je crois, en tout cas, je veux dire. Et finalement, clairement, l'optimisation des coûts opérationnels pendant un process d'installation. Ce que j'ai déjà expliqué avant pour Deutsche Bahn, là, on évite énormément de temps de contrôle, on augmente la qualité des données en même temps. Donc, voilà, c'est vraiment là où nous, on peut rajouter ou ajouter de valeur vis-à-vis des géodonnées. Et aujourd'hui, donc, cette technologie, elle a été développée avec des données publiques, mais ça intéresse aussi des entreprises qui l'utilisent pour leurs propres données, qui ne mettent pas forcément à disposition à l'extérieur. C'est aussi une utilisation qui est faite, j'imagine. Oui, clairement, par exemple, les modèles 3D d'un bâtiment, ça, ce n'est pas un modèle public. Donc là, on peut également aussi visualiser ce type de données. Donc, si on parle de données BIM, par exemple, souvent, ça, ce n'est pas des données publiques. Mais là, clairement, on peut utiliser tous ces types de géodonnées. Néanmoins, si les données sont publiques, faciles accessibles, là, ça facilite le travail en général pour chaque entreprise qui est dans la chaîne de la construction. Mais clairement, on se connecte avec plusieurs bases de données, de bases de données privées ou de l'entreprise ou directement des CTG ou d'autres bases de données nationales. Par exemple, Suisse Topo, ils avaient aussi des données qui étaient disponibles sur le territoire suisse. Donc voilà, pour nous, c'est plutôt l'interface avec ces données. Ça devient de plus en plus facile à utiliser.
et standardisé. Donc, ça nous permet en fait d'utiliser ces données facilement sur terrain. Vous, la source des données finalement apporte peu. La valeur ajoutée que vous apportez, c'est principalement le traitement de cette donnée et puis la restitution de cette donnée en format virtuel et connecté pour les équipes qui sont sur le terrain avec les équipes éventuellement qui sont à distance. Tout à fait. C'est vraiment l'utilisation de ces données sur terrain. Et là, avant, il y avait, soit on a toujours des plans sur papier qui sont difficiles à interpréter. Le travail de construction, ce n'est pas du tout digitalisé. Donc là, il y a un grand effort à faire. Il y a une grande opportunité aussi afin d'optimiser le travail de construction, d'éviter des délais, etc. Donc, vraiment, ce qu'on essaie de faire, c'est de digitaliser le terrain et d'aider les gens d'utiliser des outils comme ça qui permettent vraiment de faciliter leur travail. Donc, c'est vraiment, on met les casques, on voit directement les réseaux souterrains, on voit les modèles 3D du bâtiment, on fait beaucoup moins d'erreurs sur le travail, on peut contrôler ce qu'on a fait par rapport au design, est-ce qu'on a vraiment construit ce qu'il était prévu avant. Voilà, parce qu'il y a souvent des erreurs pendant cette phase de construction. Donc, ça permet vraiment de facilement contrôler si tout va bien, s'il y a des erreurs, si on doit changer quelque chose. Voilà. C'est vraiment la digitalisation de la construction. C'est ça ce qu'on vise à faire. Merci Dimarsh. Je me tourne peut-être vers Florian. Vous nous avez parlé un petit peu de l'application, comment elle fonctionne, ce qu'elle apporte. Vous nous avez donné aussi quelques exemples d'activités qui sont exposées maintenant au travers de cette application. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le modèle économique? Parce que finalement, vous utilisez de la donnée publique, vous avez investi, j'imagine, passablement dans le développement de cette application. Comment est-ce que vous valorisez après ça derrière? Est-ce que c'est l'utilisateur qui paye un droit? Est-ce que c'est les activités qui sont proposées qui participent au financement de cette application? Comment ça fonctionne? Alors, donc nous, pour la partie géodonnée, on l'utilise pour le grand public. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est principalement tout ce qui est les balades en pleine nature, puisque du coup, c'est là où on a beaucoup plus d'utilisateurs, c'est là où on a beaucoup plus de contenu. Donc, ça, c'est du libre accès pour eux, puisque du coup, on valorise tout ce travail qui a été fait. Après, ce sont plutôt, grâce du coup à ces balades qui nous permettent de conquérir de nouveaux territoires, ce sont les professionnels, que ce soit des hébergements touristiques ou des activités qui payent un abonnement mensuel pour référencer leur activité. Mais du coup, avec le nouveau modèle qu'on est en train de construire, du coup, ce sera plutôt pour l'individu qui achète et prend une commission sur son achat. Donc, voilà. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Peut-être un mot une question pour Pascal Orly et François Pérussel-Morin. On a deux entités, deux territoires, deux États différents avec finalement de l'exploitation de données qui se fait de manière transfrontalière. On le voit notamment avec Florian Vallée, mais j'ai regardé un petit peu en fouillant sur le site de Géofab. On voit qu'il y a beaucoup d'autres entreprises qui s'intéressent à ces données des deux côtés de la frontière. Vous, en tant qu'entité publique, pour chacun des territoires, comment est-ce que vous collaborez ensemble et quelles évolutions peut-être vous voyez dans les données qui sont mises à disposition de votre côté? On l'a dit aussi un petit peu en introduction, du côté des entreprises, des opérateurs privés. Est-ce que demain, il y aura de plus en plus de données qui seront mises à disposition et quelle utilisation on pourrait en faire? Quels sont un peu les grands sujets qui pourraient être intéressants, qui pourraient être couverts en termes de données? Pascal, peut-être on vous passe la Oui, parole. mais alors au sein du Grand Genève, nos collègues qui s'occupent de ça pour l'État de Genève et puis pour le pôle métropolitain du Genevois français ont justement, depuis le début du pôle métropolitain genevois français, qui est devenu le Grand Genève, donc depuis 2008 ou même avant, on commençait à mettre en place justement des coordinations de ces données, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment les lois, les règlements et tout ce qui décrit les normes, etc., sont différentes de part et d'autre de la frontière, mais en plus, géographiquement également, le cadre de référence et la manière dont on utilise les données géographiques sont différents en plus d'un côté et l'autre de la frontière. Donc, il y a de grandes difficultés quand on prend une donnée d'un côté et une donnée de l'autre de les mettre ensemble. Déjà techniquement et en plus sur le fond, c'est-à-dire sur ce qu'elles veulent dire.
Donc, le projet ou l'agglomération du Grand Genève a travaillé là-dessus depuis toutes ces années. Et maintenant, au sein du SITG, vous pouvez voir sur notre site cartographique, il y a toute une thématique qui s'appelle GeoAgglo, dans lequel il y a au moins 50 à 80 données différentes qui ont justement été harmonisées de part et d'autre de la frontière en trouvant un modèle commun pour pouvoir les représenter de manière cohérente. Donc, que ce soit dans le domaine des zones de construction, des routes, des zones d'aménagement prévues, des zones commerciales, etc. Il y a beaucoup de données qui ont été harmonisées aussi dans le domaine naturel, les forêts, les milieux naturels, etc. Et il y a beaucoup de travaux qui ont été faits par nos collègues de l'aménagement et des autres thématiques du territoire pour rendre ça justement plus compatible et de pouvoir comparer et planifier, organiser les choses au niveau du Grand Genève. Donc, allez voir ces données, il y en a quand même pas mal de disponibles et il y a un grand travail qui a été fait pour les rendre plus cohérentes. Donc, une question d'homogénéisation, de cohésion des données. François Périssel-Morin, de votre côté? Voilà, mais je confirme effectivement qu'il y a un grand travail d'homogénéisation à faire. Pour prendre un exemple tout simple, une adresse n'est pas décrite de la même manière côté français et côté suisse. Donc, ça pose des problèmes, certes, quand on regarde ça des deux côtés. Après, un technicien qui n'a pas forcément besoin d'un très haut niveau d'expertise dispose d'outils maintenant pour réussir à harmoniser les modèles de données. Ce qu'on appelle le modèle, c'est la description des données de part et d'autre, mais il y a encore un grand travail à faire pour réussir à avoir un modèle unifié. Et puis au-delà de la Suisse, c'est vrai que si on avait une grande base de données européenne, ça serait pas mal non plus, mais bon, là, c'est encore un autre enjeu, mais il y a un organisme Eurogy qui travaille sur le sujet pour essayer d'harmoniser les référentiels géographiques de part et d'autre des différents pays européens. Je voulais juste rajouter un détail important sur la question de l'open data. J'ai complètement oublié tout à l'heure, donc je profite que j'ai le micro pour le rajouter. C'est que côté français, l'IGN, depuis le 1er janvier, diffuse gratuitement l'ensemble de ces référentiels géographiques et cartographiques gratuitement, donc sous une licence étalable avec gratuité de la réutilisation sans aucune limitation, sauf pour la carte au 25 millième qui, elle, ne peut pas être réutilisée commercialement, par exemple, dans une appli grand public, mais en dehors de cette restriction, l'ensemble des données sont accessibles gratuitement. Et puis, ils sont en train de développer ce qu'ils appellent une géoplateforme, donc pour d'une part diffuser les données, mais également entreposer les données des partenaires. Donc je crois que c'est un peu le même principe, Pascal, tu pourras préciser. Côté Suisse Topo, les données sont accessibles également en open data au niveau de la Confédération. Oui, la Confédération a également sa propre démarche open data et depuis une année, l'ensemble des données aussi de Suisse Topo sont disponibles également dans leur propre catalogue. Suisse Topo étant également membre du SITG, mais évidemment, ils ont leurs propres moyens de diffusion, leur propre catalogue et leur propre site cartographique. Et une grande partie de ces données sont également disponibles en open data. Donc, n'hésitez pas aussi à faire un tour. Puis effectivement, comme disait M. Cohen-Stuart, on est obligé d'aller voir dans les différentes sources pour obtenir les différentes données. Il n'y a pas encore une plateforme unique dans laquelle on trouve tout. C'est peut-être quelque chose d'avenir, mais voilà, il y a quand même une compartimentation des entités administratives qui fait que ce n'est pas toujours facile d'avoir un seul système pour tout le monde. Très bien, merci. Sur la question un petit peu des données des opérateurs privés qui pourraient être mises à disposition, agglomérées sur ces plateformes, on a parlé de mobilité, je crois que c'est François Périssel-Morin qui en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que c'est un grand enjeu pour le Grand Genève, c'est un enjeu important. On parle beaucoup maintenant d'interopérabilité entre les acteurs du monde du transport, notamment dans le transport public. Est-ce que vous voyez des sujets sur lesquels on aurait intérêt assez rapidement dans l'avenir à avoir de la donnée qui soit à disposition, qu'elle soit publique, mais aussi privée? Alors, au sein du SITG, pour l'instant, jusqu'à ce jour, on n'est que des entités publiques ou semi-publiques, je dirais, comme les entités publiques autonomes que j'ai citées tout à l'heure. On réfléchit toutefois dans notre feuille de route et notre avenir stratégique d'ouvrir ces données, ou en tout cas ouvrir à d'autres types de données, notamment provenant des entités privées ou des entités, je dirais, communautaires, comme
des gens qui pourraient saisir des données parce qu'ils s'intéressent à ce domaine-là, comme on trouve sur OpenStreetMap ou d'autres thèmes, d'autres démarches participatives thématiques, on va dire, sur les oiseaux, sur les plantes, ce genre de choses. Pour l'instant, voilà, c'est une intention. On aimerait un petit peu voir comme ça et faire que le SITG se dirige vers un rôle de plateforme complète de données géographiques pour le Grand Genève, où on trouverait, ou en tout cas on enverrait vers les sites sur lesquels on pourrait obtenir cette donnée. Voilà, donc pour l'instant, c'est une intention. Il faut qu'on travaille dessus, qu'on élargisse la gouvernance du SITG, qu'on puisse collaborer avec ces entités-là, ce qu'on ne sait pas forcément encore bien faire. Mais voilà, c'est une direction en tout cas qu'on aimerait, c'est ne pas avoir que des données publiques qui ont leurs avantages et leur souveraineté, comme on disait tout à l'heure, et le crédit qu'on peut leur donner. Par contre, elles ne couvrent pas tous les domaines et il y a des données très riches qui se trouvent dans le domaine communautaire ou dans le domaine privé. Et c'est dommage qu'elles soient complètement séparées. Donc, on aimerait travailler à rapprocher un peu toutes ces sources. Mais voilà, c'est un projet de longue haleine. J'imagine. Et côté français, est-ce que c'est le même type de vision ou d'ambition? Est-ce qu'il y a cette volonté aussi de pouvoir agglomérer plus de données, notamment du secteur privé? Alors, en général, quand on veut agglomérer des données du secteur privé, on bute rapidement sur des problèmes concurrentiels, des problèmes commerciaux. Je pense en particulier aux gestionnaires de réseau fibre, qui ne souhaitent pas forcément partager leurs données en open data. En revanche, des données collaboratives type OpenStreetMap, comme le disait Pascal, ont une grande richesse de contenu et surtout une fréquence de mise à jour optimale. Hein. Ils ont des méthodes de travail qui sont très efficaces pour mettre à jour la donnée régulièrement. Donc ça, je pense qu'il faut absolument qu'on collabore avec eux et surtout qu'on arrive à entreposer leurs données, leur fournir des référentiels pour les enrichir et entreposer leurs données pour pouvoir les diffuser sous une manière ou sous une autre. Mais effectivement, c'est une source de données qui maintenant peut difficilement être écartée. En tout cas, même si on a eu quelques réserves il y a quelques années, je pense que c'est important de s'y intéresser et d'élargir donc nos plateformes d'hébergement à ce type de données. Très bien, je me tourne peut-être vers les entreprises. Dimer, Florian, vous de votre côté, quelles sont les données dont vous auriez besoin et qui ne sont pas aujourd'hui disponibles dans le domaine public pour chacune de vos activités? Peut-être Dimer et puis après Florian. Ça marche. Alors, ouais, pour nous, clairement, si je reste sur l'exemple de GRD, ça sera pour nous très utile si les données sont standardisées, harmonisées d'un niveau national, je pense, même européen. Mais là, je crois que c'est assez difficile à harmoniser ou standardiser. Parce que de temps en temps, même les couleurs des réseaux électriques sont différents, ont différentes couleurs des réseaux électriques dans une autre région, par exemple. Et là, ça pose déjà des problèmes parce que les gens travaillent sur des couleurs, ils doivent savoir comment les données sont utilisées. Donc, il y a des standards utilisés, par exemple, le SIA. Il y a des standards suisses qui sont très intéressants et je pense que ça sera fantastique si on peut vraiment standardiser les données de manière nationale et potentiellement partager une partie qui n'est pas vraiment nécessaire pour la sécurité ou important pour la sécurité. Par exemple, on voit la haute tension. On voit partout les lignes à haute tension. Et ça, apparemment, on sait où ils se trouvent. Donc, ça ne pose pas vraiment de problème de sécurité. Donc, je me demande de temps en temps si on n'est pas trop secure, si ce n'est pas possible de partager les données un peu plus publiques au lieu de garder tous derrière une couche de sécurité. Voilà, donc c'est ces deux choses, sécurité et standardiser de niveau national. Merci. Florian, de votre côté, est-ce qu'il y a des données en particulier qui vous seraient bien utiles dans la plateforme que vous proposez, notamment pour vos utilisateurs?
Ouais, on était confronté au problème, mais c'est que, par exemple, nous, en France, on s'appelle l'Office national des forêts, qui est l'agence qui gère l'ensemble du domaine public des forêts en France, et qui donc ont des milliers de balades possibles en forêt. Donc, c'était une mine d'or pour le grand public, pour savoir ces balades qui seraient accessibles, mais comme on disait, ils gardent leur précaré, donc du coup, la connaissance de ces objets, du coup, reste très, très limitée. On a le même problème avec une fédération sportive qui a des clubs d'activité partout en France. Et certains font de l'activité sportive pour le handicap, mais c'est pareil, ils gardent leur précaré, donc souvent c'est compliqué de mixer, de faire sortir un peu ces données dans le grand public, si je puis dire, qui quitte le site internet d'une fédération pour arriver sur une plateforme autre qui n'est pas l'État et qui n'est pas une autre fédération, mais qui est un acteur en privé. Et ça, on a un peu de mal, on a un peu de mal à se faire, même si on est sur une thématique publique qui est le handicap. Donc, un appel qui est lancé pour un peu plus d'ouverture sur ces données, si je comprends bien. Ouais. Très bien. Je vais me tourner vers les questions des participants. Il y en a quelques-unes. On nous demande notamment quelles sont les compétences ou la typologie de prestataires de services que vous avez du mal à trouver sur le marché des deux côtés de la frontière pour l'exploitation de ces données. Je pense que c'est plus une question pour François Pérussel-Morin et Pascal Orly. Est-ce qu'il y a des compétences ou il y a des prestataires de services ou des domaines dans lesquels vous aimeriez que la donnée soit exploitée et où elle ne l'est pas aujourd'hui, où vous verriez des opportunités? Comme ça, brutalement, je n'ai pas vraiment de réponse toute prête, mais globalement, c'est vrai que euh, les, on va dire que les webmasters, les développeurs d'applications grand public ont naturellement tendance à se tourner soit vers la donnée type Google Maps, soit vers OpenStreetMap, bah, probablement pour des simplicités d'utilisation, hein, parce que pour les développeurs, c'est très simple d'aller prendre les quelques lignes de code qui vont bien et les rajouter sur leur site Internet, sur leur page HTML, pour utiliser que ce soit des données IGN ou des données des collectivités comme la RGD, c'est un peu plus compliqué. Il faut un peu plus se retrousser les manches. Encore une fois, on est là pour leur apporter une expertise. Mais je pense qu'effectivement, côté grand public, il y a un grand travail à faire. Alors peut-être que c'est un problème aussi d'éducation, d'enseignement. Dans les établissements d'enseignement, on utilise peu les données publiques. Alors, il faut savoir qu'à la RGD, on est en train de nouer un partenariat avec l'Université Savoie-Mont-Blanc, hein, qui couvre les différents établissements d'enseignement supérieur de Savoie et de Haute-Savoie, en particulier le domaine universitaire du Bourget-du-Lac et puis l'Institut Polytech à Annecy. Donc, on va organiser des sujets de stage avec eux pour les encourager à utiliser les données publiques. Et toujours pareil, hein, leur apporter un soutien technique, une expertise pour monter ça dans des projets d'études. Donc, peut-être que ça les encouragera par la suite à utiliser ces données plutôt que les autres données qu'on citait tout à l'heure. Merci. Pascal Orly, est-ce que vous avez sur les compétences ou la typologie de prestataires un complément? Non, pas vraiment. Donc, nous, on a certains prestataires pour réaliser les prestations, nous aider au niveau technique ou au niveau données, mais ça, je dirais que c'est des toutes petites choses. Après, c'est plutôt nous, effectivement, comme disait François, qui devons nous rendre plus accessibles et nous rendre plus faciles. Parce qu'effectivement, le réflexe, c'est d'utiliser les API Google, les API OpenStreetMap qui sont très faciles et standards pour beaucoup de sites Internet, même si Google Maps a mis des coûts maintenant à l'utilisation de ces données. Mais voilà, donc si on cherche à juste se localiser ou connaître l'horaire du restaurant à côté, ça, Google Maps va très bien, puis on ne va jamais essayer de concurrencer ça. Nous, on a plutôt l'avantage d'avoir des données officielles avec une certaine garantie, une certaine précision, une certaine qualité, une certaine proximité, je dirais, dans la donnée, en plus de la richesse de données disponibles. Donc, c'est plutôt à nous de nous faire connaître mieux et que les prestataires et les sociétés qui sont actives là-dedans soient à l'aise et connaissent bien et soient à l'aise dans l'utilisation de ces données pour leurs propres clients. Et c'est plutôt ça qu'on va chercher à
améliorer. Très bien. On nous pose justement la question sur l'obsolescence, sur la fiabilité des données. Est-ce que quand on utilise de la donnée publique, donc celle que vous mettez à disposition, aussi bien côté français que côté suisse, est-ce qu'on est sûr que cette donnée, elle est à jour, elle est pas obsolète, elle est pas partielle, notamment lorsqu'après elle est traitée au travers d'une application commerciale? Est-ce qu'il y a, vous nous parliez des flux tout à l'heure, des systèmes des flux de données pour les mises à jour. Est-ce que ça, on a une certaine assurance que finalement les données vont être à jour? Alors, en tout cas, on essaie de documenter l'état des mises à jour des données. Donc, il y a des données qui sont mises à jour, chaque semaine, hein, des données très précises et suivies. Il y a des données qui sont plus indicatives ou mises à jour une fois par année, ou même qui sont des one-shots qui sont créées une fois, elles ne sont jamais plus touchées. Donc, on a un catalogue qui liste toutes ces données, dans lequel les caractéristiques des données sont notées, hein, la précision, qui les a produits, comment on les a saisies, etc., et leur fréquence de mise à jour. Donc voilà, donc ça, on essaie au moins de l'annoncer. Par contre, c'est vrai que voilà, tout n'est pas parfait, donc des fois c'est pas à jour, ou des fois c'est pas suivi ce qu'on a noté, on fait pas ce qu'on a dit, donc c'est pas bien. Donc ça, on va essayer d'améliorer ça dans le futur, c'est de pouvoir donner justement des meilleures garanties aux utilisateurs sur la qualité et la pertinence des données qu'ils utilisent. Donc c'est quelque chose qu'on aimerait améliorer, d'avoir une sorte de labellisation de qualité des données qu'on a dans le STG, parce que sur les 900 données, il y en a des très bonnes, et puis on sait, il y en a des moyennes, puis on sait qu'il y en a des un peu moins bonnes, et on aimerait pouvoir mieux les mettre en évidence en disant, voilà, cette donnée-là, elle est très bien, elle est à jour, elle est précise, allez-y, vous pouvez faire des choses, vous pouvez vous baser dessus avec une certaine certitude, et puis telle autre donnée, ben non, ça c'est un one-shot qui a été saisi approximativement, elle a le mérite d'exister, mais attention, il faut prendre des pincettes quand on l'utilise. Et c'est vrai que ça, c'est pas quelque chose qu'on a forcément très bien décrit pour l'instant. On aimerait aussi améliorer ça à l'avenir. C'est aussi quelque chose qu'on a mis dans notre feuille de route, de pouvoir donner ces meilleures clés d'usage, parce que finalement, la qualité d'une donnée dépend de l'usage qu'on veut en faire. Et il faut trouver la bonne adéquation entre ce qu'on cherche à faire et la donnée pour le faire. Et il n'est pas toujours possible de tout faire avec les données, évidemment. Et c'est ça qu'on aimerait pouvoir mieux mettre en évidence. François Périssel-Morin, c'est la même chose que des Français ou bien c'est un peu différent? Oui, c'est un peu le même constat, hein. Je ne vous cache pas qu'on est très en retard, en particulier à la RGD, on n'a pas de catalogage de données. Donc, c'est un point d'amélioration important qu'on veut mener à partir de l'année prochaine. Moi, j'en profite pour faire un petit appel du pied. Là, on va probablement recruter un gestionnaire de données, un Chief Data Officer, hein, pour gérer tout ce catalogage, parce que ça peut, comme le dit Valérie Guichet là, dans la discussion, effectivement, ça peut poser des problèmes de sécurité, hein. Typiquement, une donnée sensible type réseau enterré qui ne serait pas à jour, qui serait mal positionnée, ça peut avoir des conséquences graves. Et dans ces cas-là, eh bien, qui est-ce qui est responsable? Effectivement, c'est le fournisseur de la donnée. Donc, il faut s'y intéresser de très près. Bon, au-delà de ces problèmes de sécurité, il y a aussi un problème de qualité de la donnée. Il suffit d'aller voir sur datagouv.fr, hein, côté français, pour se rendre compte que l'entrepôt, il n'est pas du tout fiabilisé. C'est un peu la limite de l'open data, j'allais dire, hein. On se donne bonne conscience en déposant la donnée dans un entrepôt, puis après, il n'y a personne pour la gérer et pour l'actualiser. Et ça permet aussi de toucher du doigt ce problème de l'obsolescence de la donnée, mais finalement, qui est-ce qui est chargé de financer cette donnée? Il y a un vrai problème économique là derrière, hein, parce que d'une part, héberger la donnée, la gérer, la mettre à jour, ben, ça a un coût. Donc, on pense que la donnée est gratuite, mais en fait, elle coûte de plus en plus cher à produire et à mettre à jour et à actualiser. Donc, moi, je n'ai pas encore trouvé la formule magique, mais derrière, il y a un vrai problème de modèle économique de la donnée publique. Du côté des entreprises, Florian Dimmer, pour vous, l'obsolescence, la fiabilité des données, c'est un vrai enjeu ou finalement vous vous accommodez avec ce qui est mis à disposition et vous rapportez derrière vous une couche de traitement pour la fiabiliser? Non, c'est un gros enjeu et puis on y a été confronté à ces problèmes de sécurité. Une balade qui était identifiée, labellisée par l'association handicap, par l'Office des forêts. Et pas plus tard qu'il y a 15 jours, ben voilà, un couple avec un fauteuil roulant s'est rendu sur la balade et malheureusement, les toilettes publiques qui étaient indiquées n'étaient plus là.
la balade, la forêt avait bien repris ses droits et du coup, il n'y avait plus d'entretien. Donc, c'est la question qu'on s'est posée, c'est voilà, est-ce qu'il faut rendre 100% participatif Activandi? Est-ce qu'il faut ouvrir à l'utilisateur pour qu'il du coup il enrichisse lui-même la donnée en allant sur le terrain, puisque avec 250 balades entre la France et la Suisse, on va pas tous les faire, mais voilà, la partie enrichissement, je pense que nous, on va l'ouvrir sur ce modèle-là, où c'est du coup c'est l'utilisateur qui lui va dire, bah non, mais là, il y a un arbre qui s'est couché, et du coup, la balade est plus possible. Mhm. Donc, faire quelque chose de participatif pour agréger la donnée et l'enrichir. Pas 100% participatif, mais de dire d'enrichir en fait au lieu qu'on ait qu'un seul la même tracé de balade, dire que sur un seul tracé, Mhm. on dise ben non, mais là finalement il y a aussi une construction, là il y a eu une coupe de bois par exemple, enfin voilà des points de détail que seul un usager qui va faire la balade, enfin, malheureusement c'est celui qui va aller sur le terrain qui va être confronté, Bien sûr. qui aura l'info. Dimmer, de votre côté? Clairement, c'est très important de mettre à jour les données pour les travaux de construction. C'est très important. Pour vous donner un exemple, aux Pays-Bas, il y a le cadastre national ou la loi nationale oblige les GRD de mettre à jour les données chaque jour. Donc, les données sont chaque jour, chaque nuit, je crois, sont mises à jour sur le cadastre national. Et donc, ça, c'est clairement quelque chose de très important. Euh, et je ne suis pas sûr, je sais pas, je connais pas les détails légaux suisses par rapport à ça. Euh, mais voilà, clairement, si on va creuser, il y a, il y a quelque chose qui n'est plus là ou qui est installé là, mais ils n'ont jamais mis à jour les données. Là, clairement, on a un grand problème. Mais ça, c'est vu souvent comme qualité de données. Euh, et là, ça, c'est la responsabilité de gestionnaire de réseau, généralement, de mettre à jour ces types de données. En tout cas, de contrôler ces types de données. Très bien. On nous pose aussi une question, je pense que ce sera la dernière, sur d'autres données, notamment sur les données liées à la culture, liées au patrimoine. Est-ce que ça, ce sont des données qui sont mises aussi à disposition? Et est-ce qu'il y a des applications à vocation notamment touristique qui existent aujourd'hui? Est-ce que vous avez connaissance de ce type de projet ou de ce type de développement? On tourne Alors, il peut-être y a, vers les acteurs publics. Ouais. oui, Pascal. on a quelques données de type culturel, principalement évidemment qui sont de l'État de Genève, mais je dirais c'est un domaine qui est peu développé encore. Il y a peu de données SITG dans ce domaine-là, et que des choses qui seraient. Mais je crois qu'il y a quelque chose, c'est vrai maintenant que j'y pense, dans le GeoAglo, justement, la thématique que je vous encourage à aller voir, il me semble qu'ils ont fait une mise en commun des grandes infrastructures culturelles euh, de part et d'autre de la frontière. Mais je ne sais pas son niveau de mise à jour, justement, on en revient à la question d'avant. Et il n'y a que ce qui serait infrastructure publique, je dirais. Il n'y a pas de festival ou de choses plus dynamiques comme ça ou privées qui seraient dedans pour l'instant du tout. Non, ça, c'est pas un domaine qui est très développé, en tout cas du côté genevois à ma connaissance. Côté français, je pense à la base de données Apidae, alors qui concerne essentiellement les installations touristiques et sportives sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais également sur d'autres régions. Je ne sais plus exactement, mais ça couvre plusieurs régions maintenant. C'est parti de Rhône-Alpes, mais ça a été un peu disséminé ailleurs. Côté culturel, là, vous me posez une colle. Bon, je sais qu'il y a l'inventaire. Il y a un inventaire officiel fait par les directions régionales des affaires culturelles, mais j'avoue que je suis incapable de dire si les données sont accessibles en open data. En revanche, il y a beaucoup de sites participatifs, notamment sur les activités touristiques, un peu du même, sur la même thémaque que Florian Vallet, tous les sites participatifs type Open Runner, GeoRando, Iphigénie, etc., où les gens se partagent leurs tracés, leurs points d'intérêt, etc. Mais je dirais que ce pas des données qui sont labellisées et qui ont un caractère officiel. Donc, voilà, je ne sais pas vous répondre, mais éventuellement, je veux bien me renseigner puis renvoyer un message rapidement sur ce sujet-là.
Très bien. Merci beaucoup à tous les quatre, en tout cas, pour votre temps, pour toutes les informations qui ont été apportées. Je pense qu'on peut dire conjointement que toute entreprise, tout acteur qui s'intéresserait à l'exploitation de la donnée publique de manière transfrontalière trouvera, alors dans le cadre des projets Géofab, mais aussi auprès de vos administrations, respectivement le SITG côté suisse et RGD Savoie-Mont-Blanc côté français, je pense, des acteurs à disposition pour ouvrir les discussions sur ce qu'il est possible de faire. J'imagine que nos deux entrepreneurs, Florian et Dimer, sont aussi à disposition pour donner des conseils s'il était besoin à toute entreprise qui aimerait se lancer dans l'exploitation de ces données. C'est vrai qu'il y a une richesse. On voit qu'il y a aussi quelques défis. On arrive maintenant au terme de la partie table ronde et on va pouvoir continuer un petit peu les discussions en sous-groupe de manière pas plus ouverte, parce que je pense que la discussion était ouverte, mais en tout cas de manière plus directe. Et donc, c'est Pierre-Marie Durécu chez nous qui va prendre le lead pour sous-diviser je crois, en 3 ou 4 sous-groupes les discussions. En tout cas, encore merci à tous les quatre pour votre présence et vos interventions ce matin. Et je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée et de fructueux échanges à venir. Merci beaucoup.